Alors, donc, une capsule donc, concernant une affaire qui implique François Ruffin contre la France et l'association Fakir contre la France. Alors, on va ici en savoir un peu plus. Donc, les requêtes concernent la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public dans le litige opposant le requérant et la requérante au groupe LVMH, Moet Hennessy, donc Louis Vuitton SE, donc LVMH, qui les a fait surveiller. Il dénonce un mécanisme judiciaire inapproprié à la protection de leurs droits garantis par les articles 6, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 1er du protocole numéro 1. Donc de mémoire, donc l'article 6, c'est tout ce qui est droit au procès équitable. Article 8, c'est le droit au respect de la vie privée. Article 10, on est sur la liberté d'expression et de réunion. Enfin, il me semble que c'est plus liberté d'expression. Et l'article 1, protocole numéro 1, normalement. Alors, bizarre, c'est pas celui additionnel. Alors attends. Protocole numéro 1, je veux juste vérifier. Parce que je sais qu'il y a le protocole numéro 1 additionnel, c'est le droit au respect des biens, donc le droit de propriété. Par contre, protocole numéro 1, le droit... Ah ben donc du coup, ce serait aussi le article 1 du protocole premier. Donc toute personne au respect de ses biens. Donc donc ce serait d'accord, OK, je pensais protocole d'accord, c'est dans le sens protocole additionnel. Donc c'est droit de propriété, d'accord. Donc le premier requérant, François Ruffin, donc qui est député, journaliste et fondateur de l'association Fakir, la seconde requérante qui édite un journal du même nom. En 2015, donc le requérant François Ruffin réalisa avec le soutien de la seconde requérante le fameux film documentaire satirique intitulé Merci Patron, relatif à la politique de délocalisation du groupe LVMH. Alors que depuis 2013, LVMH avait conclu un contrat de consultant avec BS, alors c'est anonymisé, donc ancien directeur du renseignement intérieur aux fins d'assistance dans la lutte contre la contrefaçon et d'autres risques pour l'entreprise, ce dernier, dans le cadre de sa mission, disposa d'informateurs au sein du journal Fakir permettant de surveiller entre 2015 et 2016 les actions de l'association requérante et celles de ses membres. Donc ce dernier, je pense que c'est d'accord. Donc c'est le consultant BS, donc ancien directeur. Ouais, je crois que c'était la femme. Il y avait une personne qui était... c'est un rap. Je me souviens, je crois que c'était le reportage que tu avais fait passer, Lex, avec justement un gars des renseignements qui avait mis sous surveillance le journal Fakir. Ouais, ça me revient. Après, c'est anonymisé, mais je sais plus comment il s'appelle. Donc après je ferai une pause dans les prochains paragraphes et j'essaierai de lire vos commentaires dans le chat. J'en étais où Alors donc là c'était bon. Donc le 21 et 24 juin 2020, le requérant et la requérante se constituèrent partie civile auprès du juge d'instruction saisi de l'information judiciaire ouverte à l'encontre donc de BS et de LVMH, donc BS celui qui avait organisé la surveillance. Celui qui avait mis en œuvre la surveillance sous les ordres de LVMH. Le 2 décembre 2021, le juge d'instruction communiqua le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition sur la mise en œuvre d'une procédure de convention judiciaire d'intérêt public à l'encontre de LVMH. Le même jour, le procureur informa l'avocat du requérant et de la requérante par courriel de la décision de recourir à cette convention et lui demanda de transmettre les éléments relatifs à l'étendue et la réalité de leur éventuel préjudice dans un délai de 10 jours. Aucun élément de réponse ne fut apporté à cette demande, l'avocat indiquant être à cette date en arrêt de travail. Donc le 3 décembre 2021, le procureur requit la mise en œuvre de la convention et une ordonnance de renvoi fut prise. Alors, je vais juste reprendre une définition, trouver une définition vulgarisée donc de la CIJP. Donc, c'est une convention normalement qui permet de mettre fin au litige en échange d'une somme d'argent. Voilà, convention judiciaire d'intérêt public. Voilà, on va avoir un petit résumé. Et c'est alors, donc
Alors, donc la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, a créé une procédure permettant au procureur de la République de conclure une convention judiciaire d'intérêt public avec une personne morale mise en cause pour des faits d'atteinte à la probité. Cette mesure alternative aux poursuites est applicable aux entreprises, associations, collectivités territoriales mises en cause pour des faits de corruption, trafic d'influence, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et toute autre infraction connexe. Donc elle a pour effet d'éteindre l'action publique, donc c'est-à-dire les poursuites pénales, si la personne morale, donc une entreprise notamment, donc mis en cause, exécute les obligations auxquelles elle s'est engagée dans la convention, et ces obligations alternatives ou cumulatives, donc alternatives dans le sens c'est l'une ou l'autre des obligations qui doivent être respectées, cumulative c'est l'idée que c'est toutes les obligations qui doivent être respectées, et ces obligations peuvent consister dans le versement d'une amende d'intérêt public à l'État, dont le montant ne peut excéder 30% du chiffre moyen annuel, dans la mise en œuvre sous le contrôle donc, de l'Agence française anticorruption, d'un programme de mise en conformité de ces procédures de prévention et de lutte contre la corruption pour une durée maximale de 3 ans, ou dans la réparation du dommage de la victime. Voilà. Donc ce sont les différentes obligations qui peuvent être prévues par la Convention. Donc judiciaire d'intérêt public. Voilà. C'est une manière d'éteindre les poursuites à partir du moment où en l'occurrence ici LVMH aurait payé alors soit une somme d'argent, soit une amende, soit mis en œuvre un programme de mise en conformité de ces procédures de prévention de lutte contre la corruption pour une durée maximale de 3 ans, soit voire même en cumul avec la réparation du dommage subi par Fakir et Ruffin. Voilà. Alors, je sais pas si je pourrais tous vous lire, mais je vous lirai. Je vais voir si je peux vous lire, après. Donc là, je vous partage donc cette source vulgarisée sur la notion de convention judiciaire d'intérêt public. On retrouve aussi ce mécanisme en droit de l'environnement, notamment lorsqu'il y a des pollutions, etc., qui sont faites qui sont commises par les entreprises, des infractions à l'environnement. Mais là, on le retrouve ici en l'occurrence dans des affaires de corruption, fraude fiscale, etc. Bref. Le 15 décembre 2021, LVMH déclara accepter la proposition de convention d'intérêt judiciaire d'intérêt public portant sur des faits susceptibles de recevoir la qualification de trafic d'influence et sur des faits connexes objets de la présente espèce ainsi décrite. Bon, alors si vous voulez, oui, allez, pour avoir les éléments croustillants, on peut le dire. Allez, on va lire. Alors, il est établi par ailleurs reproché à BS donc les conditions de son intervention face aux agissements de l'association Fakir, alors que certains membres de cette association menaçaient depuis plusieurs semaines des actions de déstabilisation à l'encontre du groupe LVMH dans le cadre de la réalisation du film Merci Patron, et qui lui était prêté d'envisager de perturber l'Assemblée Générale LVMH. Donc PG avait chargé... Bon, alors est-ce que c'est Bernard Arnault ou alors c'est peut-être quelqu'un d'autre, donc avait chargé BS d'investiguer sur cette association et de préserver la tenue et la sécurité de l'Assemblée Générale. Il apparaissait que BS en lien avec PG et LM avait alors fait appel à la société 12F dirigée par HS, c'est un bordel, lequel avait pour sa part conclu un contrat avec la société JCB Consulting dirigée par JCB, lequel aurait disposé sans agrément d'informateurs au sein de Fakir. Putain, c'est un bordel. Ça a l'air d'être un sacré foutoir. Avaient ainsi été obtenues des informations sur les actions projetées par Fakir, informations à partir desquelles étaient organisées des surveillances des membres de cette association lors des assemblées générales, certaines de ces surveillances étant réalisées par des personnes ne disposant d'aucun agrément. Ah ben c'est propre ça. Des données personnelles des membres de l'association ainsi qu'une captation partielle d'une copie du film Merci Patron avait pu ainsi être collectées. Le ministère public considère que ces faits connexes aux précédents, donc affaires dites Hermès mettant en cause BS pour des faits de trafic d'influence, compromission et recel de violation du secret professionnel ou de l'enquête,
Bon, l'Alex, on aurait très bien pu sortir le trigger, vous êtes ici chez les salopards, donc sont susceptibles de recevoir la qualification de complicité par instigation, de collecte frauduleuse de données à caractère personnel, d'exercice illégal de profession réglementée, relever des activités de sécurité privée, d'exercice illégal d'agents de recherche privée et d'atteinte à la vie privée. Bon, alors peut-être un petit trigger spécial Arnaud, voilà. Les retraités, si c'est Bernard Arnault, lui baisser ses pensions et ses revenus, je suis pour. L'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste. Eh ben oui, socialo-marxiste, Issou, bref. Je vois Shilzan qui parle de bac et de brevet des collèges. C'est what? Ok, c'est parti un peu dans tous les sens. Alors, j'ai pas bien compris quel est le motif de la plainte. Alors, tu parles de la plainte de Fakir. Ben, je pense l'idée en fait, c'est qu'ils ont été mis sous écoute en fait. C'est ce qu'il faut retenir. Si tu parles de la plainte de Fakir et de Ruffin, ils ont été mis sur écoute. Et pour résoudre le procès, non, il y a même pas eu de procès. Pour éviter d'aller au procès, ben on a le procureur. S'est dit bon bah écoutez, on va partir sur une convention judiciaire d'intérêt public, comme ça alors après je sais pas ce qu'il en a découvert. Alors la convention en sa partie réparation du préjudice des parties civiles précisait que l'avocat du requérant et de la partie requérante avait laissé expirer le délai de 10 jours au terme duquel ils pouvaient formuler leur demande d'indemnisation. Le même jour, le procureur saisit donc le président du tribunal judiciaire de Paris d'une requête de validation de la convention et convoqua cet avocat à l'audience de validation fixée le 17 décembre 2021. À l'issue de l'audience, le président du tribunal judiciaire rendit une ordonnance de validation de la convention, moyennant le versement par LVMH de 10 millions d'euros au trésor public. Aucune somme ne fut allouée aux requérants et à la requérante au titre de la réparation de leur préjudice en l'absence de demande à ce titre. Ah merde. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Parce que le foutage de gueule est quand même assez évident. Voilà, bon. Et le 22 décembre... Mais merci pour le follow, Shizam. Du coup, le 22 décembre 2021, ils formèrent chacun un appel et un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 17 décembre de 2021. Donc j'imagine qu'ici, ce que reprochent François Ruffin et Fakir au tribunal, c'est d'être parti du principe que il fallait valider la convention, que 10 millions d'euros au trésor public c'était suffisant, et que le fait qu'il n'y ait pas eu de somme versée à Fakir et à François Ruffin, c'était pas un problème parce que François Ruffin et Fakir n'avaient pas effectué leur demande dans les délais. Voilà. Donc c'est ça qui est reproché. Et du coup, François Ruffin et Fakir contestent ça, j'imagine. C'est pour ça qu'ils ont formé un recours contre la décision du tribunal judiciaire. Et voilà. Après, il y a eu un appel et un pourvoi en cassation, donc devant la Cour d'appel de Paris et devant la Cour de cassation, ils déposèrent une question prioritaire de constitutionnalité, concernant la conformité du régime, si je puis dire, de la convention judiciaire d'intérêt public, avec le principe d'égalité devant la loi et devant la justice, et le principe du respect des droits de la défense et le droit au recours effectif. Donc, en parallèle, en fait, de leur action en justice, pour contester la validation de leur convention, ils ont tenté de faire sauter la loi, donc les dispositions de la loi Sapin 2 qui concernent, si je puis dire, le fonctionnement de la convention judiciaire d'intérêt public. Bon, et par deux arrêts du 31 mai 2022, la Cour d'appel déclara leur appel nul, donc leur appel irrecevable. L'ordonnance de validation de la convention n'étant pas susceptible de recours. Et en conséquence, les questions prioritaires de constitutionnalité sont déclarées comme étant sans objet. Donc en gros, les questions prioritaires de constitutionnalité, elles n'ont même pas été transmises ni à la Cour de cassation, ni même au Conseil constitutionnel.
dans son rappel de la procédure, elle indiqua que lors de l'audience du 17 décembre 2021, la présidente du tribunal a fait état d'une demande de renvoi formulée par l'avocat de Fakir et de François Ruffin, donc étant précisé que devant la cour, les avocats de LVMH ont indiqué que cette demande avait été abandonnée, ce qui ne figure pas dans les notes, mais n'a pas été contesté par les parties civiles A. Et également qu'au cours de l'audience d'homologation, le requérant et son conseil indiquaient être opposés au principe de cette convention, arguant de la nécessité d'un débat public compte tenu de la gravité des faits de l'atteinte à la presse et dénonçant un commerce de l'indulgence. Ouais, effectivement, c'est une critique politique, c'est de partir du principe que la convention, ça permet, c'est un peu le fonctionnement des indulgences, vous savez, pour vous donner une somme d'argent et on vous pardonne. Voilà, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir avec la convention judiciaire d'intérêt public. C'est vous payez une somme d'argent et hop, on vous absout de tous vos péchés, de tous les griefs qui vous sont reprochés. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Puis atteinte à la presse parce que bon, derrière on est sur une histoire de surveillance, etc. Et après bon, ce qui était critiqué, bon, j'imagine par le tribunal, c'était qu'il y avait aucune demande indemnitaire. C'est ça le problème. Et par une ordonnance du 15 février 2022, la Cour de cassation déclara les pourvois non admis et les questions prioritaires de constitutionnalité sans objet pour les mêmes raisons. Voilà. Donc encore une fois, les procès devant la Cour d'appel et devant la Cour de cassation, ça a été dégagé. Bon. Après, si vous voulez, on a un petit rappel du cadre juridique si vous voulez, on peut le lire. Allez, donc la convention judiciaire d'intérêt public, donc c'est un outil transactionnel, donc transactionnel dans le sens un outil qui permet d'éteindre les litiges, d'éteindre les procès. Voilà. Alors attendez, je vais vous lire un petit peu parce que là je suis un petit peu. Alors je vais lire vos derniers messages. Ouh là là, il y en a plein. Alors attends, c'est pas une mauvaise forme de justice si toutes les personnes lésées sont prises en compte. Encore une fois, ça dépend. Attends, comment l'ont-ils découvert Ah merde, j'ai loupé plein de messages. Attends, juste parce que les premières notes de l'année étaient entre 0 et 3. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pour le bac. Non, je regarde si vous avez d'autres réactions. Alors, j'essaie de remonter un petit peu le chat. Oui, bien sûr, Big Sieve, mais ça, c'est une volonté politique, pas un manque de capacité des Français qui sont ingénieurs dans l'âme. Alors attends, j'ai une formation d'ingénieur et spécialisé dans la production et pour moi les savoirs se sont vite délités dans le milieu des années 2000. Ouais, donc là on est d'accord. Ouais, donc là c'était le débat sur la formation, etc. Bon, bah écoutez, on va poursuivre la lecture. Alors, donc outil transactionnel introduit par la loi Sapin 2, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, à la modernisation de la vie économique, loi du 9 décembre 2016. Donc cette convention de justice d'intérêt public, elle consiste avant la mise en mouvement de l'action publique, les poursuites pénales, en la conclusion d'une convention entre le procureur de la République et une personne morale mise en cause, pour des délits d'atteinte à la probité, soit des faits de corruption, de trafic d'influence ou de fraude fiscale, blanchiment d'argent ainsi que des infractions connexes. Donc, ce mécanisme, il est prévu aux articles 41-1-2 du Code de procédure pénale. En 2020, elle a été étendue aux délits environnementaux. Donc, c'est ce que je vous disais. La convention judiciaire d'intérêt public, elle s'applique aussi aux délits environnementaux, les grandes pollutions, etc. La convention judiciaire d'intérêt public peut également intervenir au stade de l'information judiciaire. Donc si vous voulez, on refait un petit topo sur l'information judiciaire. Hop. Donc c'est l'enquête qui est menée par un juge d'instruction, permettant de déterminer l'existence d'une infraction. Voilà. Pour le dire simplement. La convention passée, la convention judiciaire d'intérêt public, impose une ou plusieurs obligations à la personne morale, comme le versement d'une amende d'intérêt public au trésor public, la mise en œuvre d'un programme de mise en conformité et la réparation du dommage causé par l'infraction lorsque la victime est identifiée.
Lorsqu'il propose la conclusion d'une convention, le procureur informe la victime de sa décision et fixe le délai dans lequel celle-ci peut lui transmettre tout élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice. Donc tout ça c'est prévu aux articles 42-1-2 et les articles et l'article R 1533-60-1 du Code de procédure pénale. Voilà. Alors si la personne morale donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République donc saisit d'une requête, saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. Donc ça c'est la procédure qu'on avait vue. Et après une audience publique au cours de laquelle la personne morale et les victimes sont entendues, le président prend la décision de valider ou non la proposition de la convention. Sa décision n'est pas susceptible de recours. Voilà, il est là le problème. C'est que la décision qui est rendue par le tribunal judiciaire, elle peut pas être contestée. La convention n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. Voilà. Ouais, pas de recours. Ouais, il est là le problème, Big Steve. Pas de possibilité de contester. Et je pense que c'est ça qui pose problème. Elle n'est pas inscrite au bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Donc c'est prévu par le code pénal, donc article 42-1-2, deuxièmement. Enfin, grand 2. Ça ressemble pas un peu à la justice américaine ? À mon avis, il doit y avoir une inspiration. Il doit y avoir une inspiration de la justice américaine. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc en fait, le problème, c'est que pas de possibilité de contester. Et en plus, derrière, il y a un autre problème, c'est que ça entache pas tellement, ça entache pas trop la réputation de LVMH, puisqu'il n'y a pas de déclaration de culpabilité, ni même, ça n'a pas les effets d'un jugement de condamnation. Et c'est pas inscrit au casier judiciaire. Parce que on éteint les poursuites pénales. Voilà, donc c'est un peu tout bénef pour LVMH et Nono, hein. Bref, donc si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause se rétracte ou si elle ne justifie pas de l'exécution des obligations prévues, le procureur met en mouvement l'action publique, donc les poursuites pénales, sauf élément nouveau. La prescription est suspendue pendant la durée de l'exécution de la convention. L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Donc, en fait, le temps de la mise en œuvre, donc le délai de prescription pour engager l'action publique est paralysé. C'est-à-dire, on va pas recompter à zéro, mais il est paralysé, il est suspendu. Le temps que les obligations soient respectées, mais par contre, une fois que la convention est exécutée, notamment que l'amende a été payée, il n'y a plus possibilité d'engager l'action publique est éteinte. Donc en gros, on ne peut plus engager les poursuites. Voilà. Elle ne fait cependant pas échec aux droits des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'état de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile. Donc il y a toujours possibilité pour les personnes d'aller devant le juge civil, donc d'aller devant le juge de la réparation pour obtenir une indemnité. Si par exemple le préjudice n'a pas été réparé, voilà, et qu'il y aurait simplement eu une condamnation au versement d'une amende, tout simplement. Pardon, pas de condamnation, veuillez m'excuser. Qu'il y aurait eu le versement d'une amende dans le cadre de la convention. Voilà. Parce que je rappelle qu'à partir du moment où on exécute la convention, on n'est pas dans une logique de condamnation, puisque les poursuites pénales sont écartées, sont éteintes. Alors, le délai de prescription sont repoussés. Oui, les délais de prescription sont repoussés. Alors, pas repoussés, mais neutralisés.
C'est-à-dire, admettons, s'il y a un délai de prescription d'1 an qui s'est écoulé, on va recompter à partir d'1 an. Admettons, s'il y avait un délai de prescription de 10 ans et qu'il y a 1 an qui s'est écoulé, on va repartir, on va continuer à recompter le délai à partir des 1 an. C'est-à-dire qu'il restera 9 ans. Donc ça c'est la logique de suspension des délais de prescription. Par contre, quand tu es dans une logique d'interruption des délais, tu recomptes à partir de 0. Voilà. Tu recomptes de 0 à 10. Voilà. Si on est sur un délai de prescription de 10 ans, par exemple. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça affaiblit l'État d'un exercice à un autre exercice de gouvernement, non ? J'ai du mal à... pas l'État, mais l'exécutif. Là-dessus, je vois pas où tu veux en venir. J'ai un peu du mal à comprendre ta question, Big Steve. On exécute la convention, c'est comme c'est pas mal Will Orson la blague. Je valide la blague, je valide. Alors hop, un petit bruitage de balance, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon. Est-ce que j'aurai le temps de lire l'appréciation de la Cour ? Allez, je vais lire en vitesse d'une traite l'appréciation qui est faite par la Cour. Donc ce qu'a jugé la Cour. Alors, invoquant l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, donc le requérant et la requérante soutiennent que l'absence de recours disponible contre l'ordonnance de validation de la Convention viole leur droit à un recours juridictionnel effectif. Ils se plaignent également d'une atteinte à leur droit de la défense, ainsi qu'au principe du contradictoire et de l'égalité des armes, au motif que la Convention confère au ministère public et à la partie poursuivie, donc LVMH, des prérogatives excessives, au détriment des parties civiles et du respect de l'équité et des équilibres fondamentaux de la procédure pénale. Droit recours juridictionnel effectif, c'est l'idée que certes on m'offre la possibilité d'engager un recours et finalement les conditions sont tellement strictes que j'arrive pas à obtenir gain de cause, voire même pas de recours juridictionnel effectif. Ça peut très bien dire aussi qu'il n'y a pas possibilité de contester une décision. Et là je pense que c'est l'un des arguments, l'un des gros arguments quoi, qui est avancé par Fakir et Ruffin. Donc là j'en étais où ? Donc invoquant aussi les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant et la requérante soutiennent que la Convention a eu pour objet de couvrir des faits censément délictueux d'espionnage privé et d'infiltration d'un organe de presse, qui ont porté atteinte de manière injustifiée et disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et à la liberté d'expression. Et de l'autre côté, invoquant l'article 1er du protocole 1er, ils se plaignent de ne pas avoir pu faire valoir leur droit à indemnisation, faute atteinte au droit au respect des biens, donc droit à la propriété, puisque à partir du moment où vous n'avez pas la possibilité de recouvrir une indemnisation, donc de recouvrir une créance, on part du principe que c'est une atteinte au droit de propriété. En fait, ça c'est l'argument donc qui est avancé par Fakir et Ruffin. Faute d'avoir été mis à même de faire état de leur préjudice. Et faute pour la convention judiciaire d'intérêt public de prévoir le montant et les modalités de la réparation des dommages causés aux parties civiles. Alors, la Cour rappelle que si la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas en tant que telle un droit à faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers, le droit national, donc interne, peut garantir à la victime d'une infraction le droit d'intenter une action civile pour demander réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en l'autorisant à se constituer partie civile à la procédure pénale. Il s'agit de l'une des voies envisageables pour assurer la réparation du préjudice dans le cadre d'une action civile. Donc, c'est été indiqué dans des affaires Pérez contre France de 2004 et Nicolae Virgilius Tanaz contre Roumanie, donc en 2019 plus récemment. Donc des affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ici, la Cour rappelle qu'il y a la possibilité, en parallèle de la procédure pénale, de permettre aux personnes d'obtenir une indemnisation devant le juge civil. Voilà. Donc par ailleurs, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu. Il se prête à des limitations implicitement admises car il appelle par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Donc l'État peut, si je puis dire, limiter la possibilité d'engager des actions en justice. Encore une fois, vous avez le droit d'être en désaccord politique total, mais je vous dis quel est l'état du droit. Donc comment ça s'organise tout ça.
d'un point de vue strictement juridique. Donc cela étant, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6 paragraphe 1, donc le droit au procès équitable, que si ces mesures poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Donc c'est rappelé encore une fois dans l'affaire que Nicolae Virgilius Tanas de 2019 dont j'avais parlé précédemment. Et ici, en gros, on peut limiter votre droit de contester des décisions, de contester qu'elles soient de l'administration ou qu'elles soient de nature judiciaire, mais par contre, il faut que ce soit justifié et il faut que ce soit proportionné. Voilà. On peut apporter des limites. C'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Eu égard à la similarité de l'objet des requêtes, donc la Cour juge opportun de l'exécuter. Ça c'est de la tambouille procédurale de la Cour, on s'en fout. C'est du détail. Donc dans la présente affaire, à supposer que le droit au procès équitable applicable à la procédure de la convention judiciaire d'intérêt public Alors attends que j'essaie de lire, j'essaie de le simplifier. Donc à supposer, au vu de la Constitution, alors qu'ils allèguent, alors attends. Bon, je vais le lire au texto. Donc à supposer que le droit au procès équitable, au vu de l'acte de constitution de partie civile, donc de François Ruffin et de Fakir, et alors qu'ils allèguent ne pas avoir renoncé à leur droit à réparation de leur préjudice, la Cour ne relève aucune apparence de violation du droit d'accès. Ouais, donc clairement, la Cour, elle dit qu'il n'y a pas de violation du droit au procès équitable. En premier lieu, la Cour constate que la Convention et l'ordonnance de validation de cette convention indiquent que le requérant et la requérante, qui étaient tous deux assistés d'un avocat, n'ont pas exercé leur droit à réparation du préjudice résultant de l'infraction dont ils auraient été victimes, et ils disposaient pourtant de ce droit avant et pendant l'audience de validation de la convention et n'apportent pas d'explication convaincante sur les raisons de son non-usage. Donc en gros, premier argument, la Cour dit vous me faites marrer, vous avez aucune justification pour me dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé réparation dans le cadre de la procédure de convention. Vous avez pas demandé, vous apportez pas de justification, en gros d'impossibilité. Donc clairement vous vous foutez de la gueule du monde, c'est un peu ça l'idée. La Cour relève en second lieu que le droit national prévoit expressément, donc le droit français prévoit expressément que l'exécution d'une convention ne fait pas voilà, ça je m'en doutais, donc ne fait pas échec au droit des victimes des manquements constatés de poursuivre leur réparation de leur préjudice devant le juge civil. Donc clairement ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est vous êtes bien gentil, mais quand bien même la convention, vous avez pas pu obtenir une réparation, une indemnisation par le biais de la convention judiciaire d'intérêt public, vous avez toujours la possibilité de saisir le juge civil, de demander au tribunal judiciaire de statuer sur un recours, une action en responsabilité civile. Vous pouvez engager la responsabilité d'LVMH, vous pouvez tenter le coup, voilà. Or rien au dossier, donc là ce que dit la Cour européenne, c'est que rien au dossier n'indique que François Ruffin et Fakir étaient empêchés d'exercer des recours contre les dirigeants d'LVMH ou contre la personne qui a engagé la surveillance, qui a mis en œuvre la surveillance, sur le fondement de la responsabilité civile pour obtenir une décision sur le fond de leurs prétentions et une réparation. Donc voilà, c'est l'idée que je soulignais. Donc la Cour européenne des droits de l'homme rappelle à cet égard que ce qui importe dans une affaire donnée en cas d'absence ou d'abandon des poursuites et donc d'obstacle à l'examen d'une constitution de partie civile intervenue dans le cadre d'une procédure pénale, c'est que le requérant dispose d'autres voies de recours pour faire valoir ses droits civils. Et c'est le cas. En gros, là, Fakir et François Ruffin avaient la possibilité d'engager une action au civil. Donc si tel est le cas, la Cour européenne des droits de l'homme conclut à l'absence de violation du droit d'accès au tribunal. Voilà. Au vu des deux éléments qui précèdent, la Cour conclut que le requérant et la requérante n'ont pas été privés de l'accès à un tribunal pour faire statuer sur leur droit de caractère civil. Donc le droit à une indemnisation et une réparation du préjudice. Et par voie de conséquent, d'une procédure équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour les mêmes raisons,
il ne saurait se plaindre sous l'angle des autres dispositions invoquées, donc article 8, article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, en gros, et du protocole numéro 1. En gros, il n'y a pas non plus derrière de violation du droit au respect de la vie privée, ni même de la liberté d'expression, et ni même du droit au respect des biens. En gros, le droit de propriété. Et du coup, pour la Cour européenne des droits de l'homme, elle estime qu'il n'est pas démontré que le droit français n'aurait pas offert une protection suffisante contre les actes dont ils ont fait l'objet d'une réparation de leur préjudice. Bon. Voilà, donc c'est... alors je vais vous lire je vais fermer la capsule et